Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Coucou tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent sur Canal B, on vient de s'écouter un petit son, c'était Citron Sucré, c'est ça ? Exactement. Citron Sucré de FDC ou un truc dans le genre. Non, c'était T'es qu'un fils de chien, enfin T'es qu'un FDC de Citron Sucré. J'y étais pas du tout. Ouais, presque. Bon, en tout cas, on peut peut-être redire un bonjour pour tous les gens qui débarquent sur cette deuxième partie d'émission. Nous, on est 94 degrés à l'ombre, c'est la radio Canal B. On est une émission anticarcérale pour l'abolition de la prison et de tous les lieux d'enfermement. Oh, on est un peu radicaux, pardon. Du coup, je vous propose qu'on se présente, même pour tous ceux qui débarquent, tous celles et ceux qui débarquent en podcast, ou je sais pas, sur YouTube, ou où est-ce que vous voulez. Ou... Bienvenue, restez avec nous. Bienvenue. Bah, moi, c'est Camille. Coucou. Moi, c'est Gaspard. Salut, moi c'est Elle. Salut. Salut, c'est Sauterelle. Salut, moi c'est Tim. Salut, moi c'est Norman. À la technique. Grosse équipe aujourd'hui. Et bah, je vous propose que je vous parle un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai dit 2 fois le mot parler, mais c'est pas grave. Du coup, je vous fais un petit sommaire. En gros, nous, on va parler d'alternatives à l'enfermement, parce que on parle beaucoup de niquer les prisons et tous les lieux d'enfermement, mais il faut peut-être qu'on explique ce qu'on veut à la place. Genre, je trouve ça un peu cohérent. Surtout que moi, quand je disais dans ma famille que j'étais un peu abolitionniste carcéral, je crois que la première question qu'on me posait, c'était « Ah ouais, tu fais quoi si on fait disparaître les prisons demain ?» Donc c'est vrai que c'est bien de peut-être proposer des pistes de solutions. Bah ouais. Même si en vrai, moi je trouve ça un peu fallacieux de demander directement Oui. Tu proposes quoi ? Bah oui, mon ref, moi déjà je m'attelle à dénoncer, c'est déjà assez rare. Voilà. Puis la solution, elle se trouvera pas solo. Ouais, carrément. Et on va parler également de soins en prison. Du coup, au début, on va parler des alternatives à la tôle, à la justice punitive. Après, on va parler d'alternatives aux soins forcés. Parce que si c'est contraint, c'est pas du soin. On va vous parler d'un zine, donc d'une brochure qui s'appelle Si c'est contraint, c'est pas du soin. Et ensuite, on va parler de comment les alternatives, c'est une mauvaise solution finalement pour nous et que c'est un peu un mirage. Et notamment la psychiatrie, parce qu'il y a une rhétorique qui est de on va pas enfermer cette personne, on va l'envoyer en psychiatrie. Et pour nous, c'est aussi un lieu d'enfermement. On va vous énoncer un peu pourquoi on pense ça. Je te propose, Norman, de lancer le son d'introduction. On vous a concocté, ou en tout cas, on vous a dégoté un son de Barba Papa, c'est pas un son mais c'est un extrait d'émission sur comment il s'est fait enfermer en prison dans un zoo. Voilà, c'est triste, on va pleurer et après on aura plein de joie. Un Barba Papa ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? On a déjà un chat. Oh non, ça ne va pas. Je vais téléphoner au zoo. Et on emmène Barba Papa au parc zoologique. Quel beau spécimen! Est-ce que je suis venu au monde pour ça? Tout seul dans une cage, sans même un ami? Les petits singes sont au moins enfermés ensemble, eux. Je vais leur dire bonjour. Mais que se passe-t-il? Bonjour, monsieur. Oh, un autre ami. Hup, hup, hup. Barbatruc. Hup, hup, hup. Barbatruc. Hup, hup, hup. Barbatruc. Je peux me transformer comme je le veux. Regardez. Hup, hup, hup. Barbatruc.
Bonjour. N'aie pas peur. Regarde-moi bien. Hup, hup, hup. Barbatruc. Hey, le Barbapapa s'est échappé. Attention, le Barbapapa. Attrapez-le, attrapez-le. Et bon retour parmi nous. C'était un petit extrait des Barbapapa qu'on avait juste vous passer, ou je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est Barbapapa qui finit dans un zoo enfermé. Et c'est le premier épisode des Barbapapa. On vous conseille vraiment ce dessin animé qui est vraiment super pour les adultes et les enfants. Et puis pour commencer cette émission, je vais vous lire une petite citation de Porpentine Charity Artscape. J'espère que je le prononce bien. La citation c'est: la punition n'est pas ce qui arrive aux personnes mauvaises, c'est ce qui arrive aux personnes qui ne peuvent pas l'empêcher. Elle est marquée par la souffrance, pas par la recherche d'équité. Voilà, parce que du coup, aujourd'hui, on va parler des alternatives à la tôle et à la justice punitive, les alternatives à l'enfermement. Et donc, pour commencer un petit peu, je vais vous lire une définition de la justice punitive qu'on peut retrouver dans la brochure La Team Pat Pat gère ses casseroles, un protocole de gestion d'agression et micro-agression en milieu militant, écrit par la FRAP, le Front révolutionnaire antipatriarcal. Voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu poser des bases sur c'est quoi la justice punitive et pourquoi est-ce qu'on va être contre et qu'est-ce qu'on veut faire contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de ça. Voilà. Nous t'écoutons. La justice punitive est la vision dominante de la manière de faire justice, promue institutionnellement, visant à régler des problématiques de conflit, d'agression via la punition de la personne auteure de l'agression, et parfois aussi par le dédommagement de la personne cible. Le cadre institutionnel proposé est forcément biaisé, car il s'agit d'une justice d'État, bourgeoise, raciste et sexiste entre autres. La justice sert donc les intérêts politiques des dominants, et cela vient créer une échelle des crimes. Certains crimes sont très condamnés, sujets à des peines plus sévères et plus appliquées, par rapport à d'autres, selon le profil des personnes auteurices. Par exemple, peu de condamnations pour évasion fiscale, et beaucoup pour trafic de drogue. Le constituant majeur de cette justice punitive se retranscrit par l'idéologie carcérale, soit l'exclusion de la sphère sociale des personnes ayant commis des crimes ou des délits. Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par définir tous les termes de justice alternative, parce qu'il y a réparatrice, restauratrice, transformatrice, machin, et même moi je suis complètement perdu. Du coup on s'en fait un sur deux si tu veux, elle. Ouais, de ouf. Alors moi j'ai justice réparatrice. Alors ce que j'ai trouvé c'est contrairement à la justice punitive qui vise à punir les coupables, cette justice se base plutôt sur la réparation auprès des victimes. À noter que c'est une justice qui est quand même en lien avec le système punitif, qui est dans le système, qui est utilisé actuellement dans l'ancien judiciaire qu'on a actuellement. Donc c'est pas non plus complètement révolutionnaire. Donc qui est recommandé par les juges et tout, c'est ça, c'est sous demande des juges que c'est appliqué ces choses-là. Okay. Et du coup dans la même vibe, on a la justice restaurative. C'est un processus volontaire qui permet à des victimes, des auteurs d'infractions et parfois des membres de la communauté de dialoguer avec l'aide d'un tiers pour comprendre les conséquences de l'acte et favoriser à la réparation. Elle vise à la responsabilisation de l'auteur, la reconnaissance du préjudice subi par la victime et la restauration du lien social. Elle est quand même, encore une fois, elle est aussi utilisée par le système pénal actuel, donc c'est intéressant, mais encore une fois, c'est pas ça qui va changer complètement les choses. Ensuite, pour continuer sur cette lancée de définition super nice, on a la justice transformatrice. Alors la justice transformatrice, elle s'oppose à la justice punitive et comprend les problèmes et conflits inter-individus, comme venant des dysfonctions sociales et économiques. On dépasse la problématique individuelle et on se demande ce qui, dans un groupe ou dans une société, a permis des violences et comment on transforme les structures sociales pour pas que ça se reproduise. Donc globalement, ça serait un peu les critiques radicales féministes, par exemple, notamment par rapport aux violences sexistes et sexuelles, où plutôt que s'intéresser à combien il y a de violeurs en liberté et tout, on va s'intéresser à qu'est-ce qui crée des violeurs et la place du patriarcat dans nos sociétés. Et puis dans la dernière définition qu'on a, ça va être la justice communautaire. En vrai, il y en a plein d'autres des types de justice, mais là on était un peu pressés, on a pris un peu celle qui nous paraissait importante, intéressante, celle dont on parle souvent, mais il y en a plein d'autres qui sont
qu'on vous invite à aller regarder. Et du coup, la justice communautaire, c'est la résolution des conflits à partir des normes sociales décidées et réfléchies par la communauté. Donc c'est réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va faire justice, qu'est-ce qui a merdé et comment est-ce qu'on règle ça. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de préciser que toutes ces formes différentes de justice, elles fonctionnent aussi entre elles. Il y en a qui s'inspirent d'autres. On en utilise certaines formes aujourd'hui dans notre système punitif actuel, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il y a des pans de... on utilise une partie de la justice restaurative, mais en même temps, ou justice réparatrice, mais en même temps, pas tout. Et donc, c'est des trucs qui sont aussi continuellement en évolution, qui sont aussi continuellement en questionnement. Il y a des choses qui sont chouettes dedans, il y a des choses avec lesquelles on est moins d'accord. Il y a plein de manières de penser en fait autre chose que de la punition, quoi. Et du coup, je crois que Camille, tu avais un texte à nous lire sur le mirage des alternatives pour parler un peu de pourquoi est-ce que, malgré le titre de cette émission, on est quand même un peu contre les alternatives à la prison et à la punition et qu'il faut encore réfléchir au-delà de ça. Si tu veux nous lire ce texte. Alors ça dépend. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient intervenir par rapport à ça ? Parce que c'était plus une transition, moi, que je proposais en mode... d'abord, on parle de la justice alternative et ensuite, on peut apporter des limites à cette justice alternative et comme quoi ça peut pas forcément être une solution pérenne. Tu voulais dire quelque chose, Tim ? Je sais pas trop ce que va être le texte et tout ça, mais j'ai l'impression que c'était cool de distinguer les alternatives à la justice punitive, c'est-à-dire les modes de justice non punitifs que vous avez mentionnés et tout ça, et les alternatives à l'emprisonnement qui sont souvent soulevées par des courants de pensée très réformistes, du style on va remplacer l'enfermement par des bracelets électroniques et c'est cool. Avec un ton d'ironie évidemment dans ce que je dis. Mais voilà. Enfin, et du coup je me disais, j'ai du mal un peu à formuler, mais que les alternatives à la justice punitive, elles peuvent être super intéressantes, plus que les alternatives à l'emprisonnement qui généralement sont d'autres formes de sanctions et qui produisent les mêmes oppressions. Je suis tout à fait d'accord, la distinction elle est hyper intéressante et hyper nécessaire. Et justement, je pense que c'est une bonne transition pour enchaîner sur le texte que je vous ai dégoté sur InfoKiosque. Alors ce texte, attendez, je vais essayer de retrouver comment il s'appelle. C'est À barreaux rompus. Donc vous tapez À barreaux rompus InfoKiosque et vous trouverez ça sur n'importe quel moteur de recherche. Alors moi je suis à la page 35, le mirage des peines dites alternatives, entre guillemets. Si j'en ai marre, je ferai un signe et si vous voulez, quelqu'un pourra reprendre. Je sais pas si vous avez le texte sous les yeux. Vous pouvez le trouver sur notre document partagé. Voilà. La prison continue de remplir sa fonction de contrôle des pauvres. Les peines dites alternatives n'en sont que la continuité. L'État s'est toujours servi du prétexte d'un soi-disant besoin de réinsérer les personnes pour justifier l'existence d'un système punitif. Comme cette justification est facilement démontable dans le cas de la prison, les gouvernements se sont acharnés à créer de nouvelles peines dites alternatives pour s'y substituer. L'histoire est connue et sans cesse se répète. Tous les 15 ou 20 ans, on vient nous proposer la création de nouvelles peines ou de nouveaux aménagements. Après le sursis avec mise à l'épreuve, SME de 1958, les travaux d'intérêt général, les TIG de 1943, les bracelets électroniques de 1997, la contrainte pénale en 2014, une nouvelle couche a été appliquée en 2019 avec l'aménagement à la barre et l'ouverture des TIG, donc des travaux d'intérêt généraux, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si une peine qui isole moins de son environnement social peut sembler moins violente, l'enfermement et le contrôle restent quand même intolérables, qu'ils aient lieu entre les murs de son appartement ou ceux d'une cellule. On peut d'ailleurs noter que les peines hors les murs s'installent plus facilement dans la durée, vu qu'elles coûtent moins cher à l'État et qu'elles viennent s'immiscer plus insidieusement dans le quotidien des gens qui doivent devenir leur propre matonne. C'est une violence différente qu'il ne faut pas sous-estimer, comme le principe même de réinsertion sociale, qui consiste en général à mettre les gens au travail pour des miettes sous peine d'aller ou de retourner en prison. On a parlé de ça il y a 2 semaines, je crois, de travail en prison et de comment, en fait, sous couvert de réinsertion, on te file 200 € par mois et on te demande de créer, de bosser, en fait, tout simplement. Je continue mon texte.
vendus comme autant des palliatifs aux, je cite, désastres pénitentiaires, si souvent dénoncés, surpopulation, vétusté, manque de budget. Chacune de ces peines, dites alternatives, s'est illustrée par son incapacité à honorer les illusoires missions qui lui étaient confiées. Pire, chacune d'entre elles a sans aucun doute contribué à nier la logique structurelle de la justice et de la prison qui existe pour punir et donc briser les individus. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite ? Bah, je peux prendre la suite si tu veux. Moi, je voulais juste rebondir sur une partie du texte que tu as lu où effectivement, en fait, l'État se drape soi-disant derrière de l'humanité. Déjà, l'État aussi lui-même, nos dominants, cherche des alternatives à la prison entre gros guillemets ou à la forme d'enfermement qu'on connaît pour aussi répondre à une forme de contestation sociale ou pour répondre à la question du surenfermement. Parce que, en fait, sous couvert de des peines alternatives plus humaines, etc., soi-disant plus humaines, hein, en fait, ça permet juste aussi d'enfermer plus de gens, comme tu le disais, on devient son propre maton ou sa propre matonne chez soi. Et en fait, soi-disant, voilà, on lutte contre le surenfermement, mais en fait, c'est juste, ça permet d'enfermer plein de gens. Voilà. Et l'État derrière se trouve des excuses pour soi-disant dire qu'il agit en questionnant les conditions de détention et qu'il agit pour faire quelque chose de plus humain. Sachant que le bracelet électronique, il n'est pas donné à n'importe qui. Je pense que c'est important de dire que ta classe sociale va beaucoup influencer. Genre Nicolas Sarkozy qui a toujours eu le bracelet électronique, un mec qui a grandi en quartier, je pense qu'il aura beaucoup plus difficilement. Donc c'est important de mentionner ça que tout le monde n'a pas la même chance de l'avoir, quoi. Nicolas Sarkozy qui n'a plus son bracelet électronique. Il a plus, parce que à partir de 70 ans, tu peux demander à le retirer pour des questions de santé. Je crois que c'est lié à la santé en tout cas. D'accord. En tout cas, pour continuer sur le texte. Ainsi, aucune de ces peines n'a permis d'endiguer la surpopulation dans les prisons. Aucune de ces peines n'a permis de reléguer l'enfermement au rang de vieux réflexe archaïque. En 1980, la France comptait 37 000 personnes détenues. En 90, 45 000. Et en 2000, 51 000. Au 1er avril 2019, elle en comptait 71 828. C'est-à-dire que en 30 ans, on est passé donc en 40 ans, on est passé de 37 000 personnes à 71 000, ce qui fait presque le double en 30 ans. En réalité, chaque innovation a contribué à étendre le filet pénal et à placer sans cesse plus de monde sous main de justice. Ainsi, aujourd'hui, plus de 250 000 personnes sont sous surveillance et tenues de rendre régulièrement compte de leur situation personnelle et ou professionnelle à la justice. C'est à peu près l'équivalent de la ville de Bordeaux, 250 000 personnes. Ces peines sont-elles alors des alternatives ? Non. Il y a fort à parier que la grande majorité des personnes qui subissent ces peines que la grande majorité des personnes qui subissent ces peines ne se seraient, sans elles, de toute façon pas retrouvées en prison. Il faut effectivement savoir qu'un travail, une formation, un logement et une famille se présentent comme autant de gages d'insertion exigés par le système judiciaire qui peuvent permettre d'échapper à l'incarcération. C'est-à-dire que les personnes, donc là c'est moi qui rebondis, c'est plus le texte, les personnes les plus marginalisées vont elles quasiment d'office finir en prison si elles sont donc sous main de justice. Parce que suffit qu'on ne soit pas sédentarisé, qu'on n'ait pas de travail, et qu'on ait du mal à parler la langue française ou quoi que ce soit, tout de suite c'est des choses qui vont être des éléments à charge en fait, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on appelle le classisme. Donc c'est du mépris de classe. Tu juges quelqu'un en fonction de sa classe sociale, d'où elle vient et les codes qu'elle a. Et s'il ne correspond pas à tes codes, donc pour la justice, souvent les codes bourgeois, tu te fais niquer la gueule. Et comme le classisme c'est une forme d'oppression et que de notre point de vue toutes les oppressions s'entretiennent entre elles, et en fait on parle de classisme, on parle de racisme, on parle de sexisme, on parle de validisme, de transphobie, etc. etc. Donc voilà, il faut effectivement savoir qu'un travail, une formation, un logement et une famille se présentent comme autant de gages d'insertion exigés par le système judiciaire mais peuvent permettre d'échapper à l'incarcération, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais parallèlement, il conditionne aussi l'accession aux peines dites
alternative. Ainsi, tout en renforçant en vérité son emprise sur toujours plus de gens, la justice organise l'illusion d'un traitement de faveur. Ce vernis social lui permet de faire accepter l'intensification de la répression et détourner les regards de la construction de nouvelles prisons. Ça, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Les peines dites alternatives ne sont donc en rien un moyen d'échapper à la prison. Au contraire, elles permettent de contrôler plus intensément les pauvres en développant un continuum de surveillance du contrôle extérieur à la prison. C'est vrai qu'il y a certaines peines, en fait, ça permet d'éviter le côté un peu inacceptable de l'enfermement en prison et de rendre plus acceptable une peine de bracelet, etc. Et donc, ça permet d'élargir en fait les peines d'enfermement. Pour des délits considérés un peu plus mineurs, quoi. Est-ce que je lis le dernier paragraphe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre le relais ? Alors moi, j'avais pas prévu de le lire forcément, mais on peut s'arrêter là. En fait, je l'ai pas. Après, on peut toujours tenter. Moi, je l'ai pas lu, je sais pas de quoi il parle. C'est détruire les prisons et toutes les formes de punition. Donc, comme tu veux. Non ? Bon, bah si c'est vous qui aviez construit, enfin voilà, s'il y a une suite logique, moi ça me va de respecter la trame, surtout si on n'a pas lu le texte, je sais, voilà. Peut-être pour faire une transition avec ce dont on va parler après. Tout à l'heure, on discutait du fait que dans les alternatives à l'enfermement, donc il y a à la fois, on parlait des bracelets électroniques qui en fait eux se placent explicitement dans la justice punitive, mais il y a aussi toutes des théories autour qui sont peut-être à la base plus radicales, mais tant qu'on reste dans un système capitaliste et colonial notamment, la justice va toujours garder son rôle de maintenir cet ordre établi-là. Donc en fait, tant qu'on ne sera pas sorti de ces systèmes-là, peu importe les théories aussi radicales qu'on utilise, si elles sont utilisées par les institutions, en fait, elles ne seront jamais révolutionnaires. Mais donc il y a aussi l'utilisation de ces théories plutôt dans nos cercles militants, où là, ça peut permettre des expérimentations justement plus radicales. Donc peut-être que vous voulez reparler d'usine la team Pat Pat gère ses casseroles. Moi, ça me fait penser à de la justice communautaire, d'ailleurs, ce que tu dis. C'est vraiment aussi faire, entre nous, trouver des solutions sans cautionner l'institution carcérale, pénitentiaire ou policière ou judiciaire. Et il y a peut-être aussi un truc où la culture punitive, elle s'est énormément élargie, elle s'est ancrée et tout ça, et d'une manière peut-être plus ou moins inconsciente, elle influe aussi vachement nos comportements à nous, parfois. Dans les réseaux militants aussi, et du coup je trouve que c'est super intéressant de nous d'abord se réapproprier des outils non punitifs, et je pense c'est un truc peut-être que tout le monde peut expérimenter, mais quand on vit un truc préjudiciable, peut-être un de nos premiers réflexes ça peut être un peu un truc de vengeance, quoi, et je pense que c'est vraiment un truc socialement construit, on va dire. Pour donner du contexte, tu parlais de la team Pat Pat gère ses casseroles. C'est une brochure qui a été produite à Rennes par la FRAPP, le Front révolutionnaire antipatriarcal. C'est une brochure qui part du principe que on a tous et toutes été agresseurs, agresseuses dans nos vies, que ce soit pour des agressions mineures, de l'abus ou même des agressions non volontaires. Et partant de ce postulat, on se dit que tout le monde a droit à être formé et à changer. Et donc ça va plutôt faire l'éloge d'une justice sans call-out, c'est-à-dire éviter de dénoncer publiquement pour détruire la vie des gens, sachant que les gens vont de fait, s'ils sont exclus, repartir dans d'autres milieux, dans d'autres espaces pour perpétuer les violences. C'est notamment le cas dans les violences sexistes et sexuelles. Et donc c'est une brochure qui parle de ça et de comment faire justice communautaire à travers de la médiation, de la formation, et de plein de choses qu'on ne parle pas encore assez dans nos milieux, mais qui sont en train d'émerger. Cette brochure, elle est retrouvable sur un Instagram qui s'appelle Frapp Rennes, F-R-A-P, et Rennes comme la ville, et sur le site internet, je crois, de la Frapp. Et une idée qui est intéressante là-dedans, je trouve, c'est que quand quelqu'un commet des violences, on peut être très horrifié, et on a tendance à souvent se mettre à distance en déshumanisant la personne. Et donc en déshumanisant cette personne, on ne va pas se questionner sur comment nous on pourrait agir, comment des gens à qui on tient pourraient agir aussi. Et donc on ne voit pas comment en fait, on peut tous commettre des violences. Donc en déshumanisant, ça empêche de se questionner, de questionner le groupe dans lequel on est.
Et ça, c'est une réflexion qui est intéressante, notamment par rapport à l'idéologie fasciste. Dans les milieux antifascistes, on a tendance à déshumaniser très facilement nos ennemis politiques, c'est-à-dire les mecs crâne rasé d'extrême droite qui veulent notre mort globalement. Mais justement, une des critiques majeures à la déshumanisation, c'est que justement ce qui est intéressant, c'est que ce sont des humains et le processus par lequel ils sont arrivés là, c'est celui-là qu'il faut combattre. Donc si on oublie que c'est des humains, et c'est aussi vrai dans les violences sexuelles, si on oublie que les auteurs d'agression, c'est des humains, et ben on comprend pas comment ils en sont arrivés là et dans quel système ça s'ancre. Du coup, c'est vraiment une fausse solution de déshumaniser les gens et de dire moi jamais je ne ferai ça, tu es un monstre. Puis ça vient aussi, je trouve, questionner notre manière de regarder les gens qui pensent pas comme nous. Moi, je trouve que beaucoup d'attaques qui sont faites aux fachos, c'est vous êtes pas intelligent. Enfin, ça se fait vraiment sur l'intelligence, et donc en fait, on reproduit tout un tas de violences aussi validistes parce que les fachos sont pas cons, sont très bien organisés aussi. Sinon, on n'en serait peut-être pas là aussi aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est bien aussi d'aller questionner nos manières d'aller les critiquer, parce que si on reproduit aussi tout un tas de schémas violents, bah ça sert pas à grand chose. Je pense aux expressions droitardées par exemple, et enfin voilà, ce genre de truc là, je pense qu'on pourrait s'en passer et on pourrait apporter des critiques de fond au lieu de parler d'intelligence. Voilà, ça n'a rien à voir avec la déficience intellectuelle. Ça veut dire quoi être droitardé ? De droite et attardé à la fois. Ah ok, donc, d'accord, voilà. J'avais pas compris. Typiquement okay. Attardé, je veux dire, ce terme-là, il est quand même hyper validiste, voire psychophobe aussi, j'imagine, d'une certaine manière. Donc, enfin bref, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des critiques à apporter à la droite. Il y a plein de choses à dire de ces gens-là, donc voilà. Enfin, je trouve ça intéressant à souligner. Sauterelle, je crois que tu parlais de l'importance du groupe aussi dans la survenue des infractions et tout, et je trouve que c'est un des premiers reproches et un des premiers arguments en faveur un des premiers reproches envers la justice punitive et un des premiers arguments en faveur de la justice communautaire, qui est de prendre en compte justement le rôle du groupe et de pas partir du principe qu'un comportement individuel, c'est toujours seulement un comportement individuel qui est 100% expliqué ou causé par une personne dans sa pensée et tout. Et typiquement, dans la justice qu'on connaît actuellement institutionnelle, quand il y a un vol, il n'est jamais question de pourquoi est-ce qu'il y a des personnes en situation de pauvreté qui ont besoin de voler. Quand il y a des infractions sexuelles, il n'est jamais question du patriarcat, de la culture du viol. Et c'est vraiment invisibiliser en fait des mécanismes sociétaux, collectifs, des oppressions générales, quoi. Et du coup, le faire peser sur un individu au lieu de reconnaître que c'est des choses prégnantes dans la société, c'est aussi empêcher une évolution des choses. Mais c'est vrai que si on regarde plus largement, ça reviendrait aussi un peu à dire, alors je sais pas à quel point je vais réussir à sortir cette phrase, mais la société dysfonctionne et donc produit des comportements déviants, des vols, parce que la société dans laquelle on vit perpétue aussi de la pauvreté, donc des vols, des viols, du deal, ou tout un tas d'autres crimes et délits. La société produit donc ce truc-là, mais en même temps, la société dans laquelle on vit propose la prison pour aller punir ces trucs-là. Et donc, moi, ce que ça me fait me dire, c'est que le monde dans lequel on vit produit autant les délits et les crimes que l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête à tous et toutes, qu'est la prison et l'enfermement. Et c'est un schéma qui s'entretient très bien, et qui est hyper violent et qui casse des gens, mais du coup, qui vient pas vraiment résoudre les problèmes de fond. Et par rapport à l'argument même... il faut enfermer toutes les personnes dangereuses, sous-entendu les violeurs ou je sais pas quoi, ou les psychopathes. Bon, déjà, définissez s'il vous plaît psychopathe. Je suis pas sûr que vous y arriverez. Je me perds dans ma pensée. Oui, contre-argumentaire, 97% des violeurs sont pas en prison, donc la preuve que ça ne fonctionne pas en fait. Genre, on n'arrivera jamais à enfermer toutes les personnes qui sont considérées comme potentiellement dangereuses, et voilà. C'était ça mon point. Et puis enfermer les gens, ça va jamais résoudre quoi que ce soit. De toute façon, on l'a bien vu. C'est juste, ça éloigne des personnes qui dérangent l'ordre établi, que ce soit en tôle ou en psychiatrie. Et c'est pas ça qui va permettre de résoudre les problèmes de fond, qui sont des problèmes sociaux. Et si même on revient un peu sur les besoins des victimes, notamment de violences sexuelles, en fait, c'est
rarement une des premières demandes, le fait que la personne soit enfermée. Les demandes, ça peut être le fait, par contre, de ne plus croiser la personne, de ne plus avoir peur de la voir. Donc, peut y avoir, même dans nos cercles, tu vois, des demandes de mise à distance, de ne pas fréquenter les mêmes espaces. Mais il y a aussi souvent ce qui revient, c'est d'avoir l'assurance que la personne ne recommencera pas. Et pour que la personne ne recommence pas, la solution, c'est pas de la mettre en tôle, c'est souvent que la personne puisse comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Et je pense que d'expliquer par la société, ça n'enlève pas la responsabilité aux gens. Justement, ça permet aussi de prendre ses responsabilités en ayant conscience comment on s'est construit, de ce qui nous a poussé à agir comme ça, mais ça n'enlève pas une responsabilité individuelle non plus. Parce que parfois, des mecs de gauche font, ils sont là, non, mais c'est le patriarcat qui m'a fait que je suis un agresseur. Mais voilà, on vous connaît. Ouais, et je trouve que aussi, tu parlais de la remise en question des autoristes, si j'ai bien compris et tout. Et je trouve que la justice punitive empêche justement ce truc dans le sens où elle place l'auteur d'une infraction directement dans une posture super défensive et qui l'empêche en fait de regarder les choses objectivement, parce que quand tu sais que tu peux prendre 10-20 ans à la clé, forcément ça te bloque, ça te place dans un truc où tu vas contester, où tu vas pas vouloir reconnaître la moindre chose, etc. Alors que si tu sais que tu es dans un processus où tu risques pas d'avoir des punitions violentes, tu peux, je pense, beaucoup plus te dire « Ah ok, ouais, j'ai fait de la merde sur ce truc-là, oui, j'ai fait ça, comment est-ce que je peux maintenant améliorer mes comportements ?» et tout ça, quoi. Si vous aussi d'ailleurs vous avez des réflexions à apporter par rapport à ce qu'on dit, si ça vous questionne, n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors c'est pas forcément des sujets faciles à aborder non plus, mais c'est vraiment de la réflexion. D'ailleurs on parle d'alternatives mais c'est des choses qui sont constamment en train de se construire et on n'a pas la bonne solution. On a des pistes de réflexion, mais je pense que c'est aussi important de souligner que les alternatives à la prison, elles vont se penser collectivement. C'est pas ni un groupe de militantes, c'est pas nous, animateuristes de la radio, qui allons trouver les solutions. C'est collectivement se poser les questions, énoncer les problèmes aussi de notre société et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à grande échelle ou en tout cas plusieurs localement, mais à plein d'endroits, quoi. Et il n'y a pas une bonne manière de faire et il faut questionner constamment notre manière de gérer les conflits, notre manière de gérer les torts qui ont été vécus et subis, etc. etc. Je sais pas si quelqu'un voulait reprendre ou... Parce que... on avait une suite de parties qu'on voulait peut-être aborder, mais on s'est un peu perdu dans ces discussions parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on fait justice ensemble, comment on comprend les processus qui sont à l'œuvre, de pourquoi est-ce qu'on agit d'une certaine manière, c'est quoi la part collective et individuelle dans tout ça. Mais du coup, nous, ce dont on voulait aussi parler, c'était lutter contre l'enfermement, pas seulement en tôle, mais aussi l'enfermement en psychiatrie. On a eu une émission uniquement là-dessus la semaine dernière, c'était très intéressant. Et du coup, on avait un peu envie de parler de comment est-ce qu'on fait en sorte de ne plus enfermer personne, où que ce soit. Et du coup, on voulait parler un petit peu des alternatives à la psychiatrie. Et ça à partir d'un zine que vous pouvez retrouver sur InfoKiosque et qui a été produit par Zinzinzine. Donc le site n'existe plus de Zinzinzine, mais il y a encore des archives que vous pouvez retrouver. Et le nom du zine, c'est « Si c'est contraint, c'est pas du soin ». Psychiatrisé contre les traitements forcés. Donc il explique bien que là on va lire une partie uniquement sur les alternatives aux soins contraints qui arrivent malheureusement extrêmement souvent dans les cas de la psychiatrie et même en dehors de la psychiatrie, à partir du moment où une personne est blessée et refuse le soin qu'on lui donne, on va automatiquement partir sur le fait qu'il faut la forcer à le recevoir. Donc on va un peu parler de ça, mais le reste du zine est aussi très intéressant pour expliquer en quoi contraindre quelqu'un à du soin, ce n'est pas du soin. C'est à l'inverse du processus. Donc là, je vais vous lire la partie alternative de « Si c'est contraint, c'est pas du soin, psychiatrisé contre les traitements forcés ». Nous avons besoin d'une aide qui parte de nos besoins et nos demandes et non celle du maintien de l'ordre économique et social. Nous avons parfois besoin d'accompagnement, jamais d'enfermement. Et notre refus de soins doit être respecté. La psychiatrie standardise à l'extrême des protocoles de soins. Or, ce qui aide ou fait soin peut être radicalement différent d'une personne à l'autre. Petite liste d'idées, d'alternatives qu'elles ont pu lister.
les directives anticipées. Lorsqu'une personne va bien, elle doit pouvoir décider elle-même des mesures de soins et d'aide qu'elle estime nécessaires ou non en cas d'état de conscience altéré ou de toute autre difficulté psychique altérant ses capacités de discernement, de communication ou d'action. Cela donne les moyens de nous soutenir pendant une crise tout en respectant notre consentement. Diverses formes d'entraide ou d'auto-organisation par et pour des psychiatrisés et ex-psychiatrisés, libres, gratuites, accessibles et de proximité. Des refuges de toute petite taille, chaleureux et sécurisants, où rester le temps que ça aille mieux. Des cafés-crises, des numéros d'appel d'urgence, des groupes d'entraîne autour de vécus spécifiques, entente de voix, état modifié de conscience, suicide, etc. Mais aussi violence de classe, patriarcale, raciste, etc. Des maisons de passage en journée et soirée, avec un soutien démédicalisé et mutuel, pour recevoir et proposer du soutien, et y trouver diverses pratiques de soins, infos, co-écoute, travaux pratiques, divers groupes de parole, etc. Intervention d'urgence à domicile, sans recours possible à la coercition, composée de pairs et de personnes formées à diverses méthodes de gestion de crise. Exemple, le dialogue ouvert, désescalade, médicaments, etc. Diverses formes d'habitation collective et auto-organisée pour combattre notre isolement. Colocation solidaire, auberges, etc. Coopération de travail auto-géré par des psychiatrisés et psychiatrisés pour combattre notre exclusion sociale. Et Yale conclut par l'idée qu'en fait, aucun bien-être ou santé mentale ne sera jamais possible en vivant dans l'insécurité constante quant à notre survie. Donc ça revient à la critique plus générale du capitalisme, du colonialisme, du patriarcat, etc. dans lequel on vit et qui font que forcément on ne peut pas vivre correctement et que forcément on va aller mal et que le système actuel, l'État, ne nous permet pas d'avoir des alternatives concrètes à mettre en place pour aller mieux. Mais du coup là, dans les choses qu'elles ont listées, c'est des logements garantis pour tous et que personne ne soit à la rue et que personne ne soit sans ressources avec des moyens de subsistance garantis pour tous. Voilà. Je crois qu'il y a un peu un point d'interrogation sur la justice, les formes de justice alternatives ou le soin entre personnes, qui est que ça demande quand même un certain temps et de l'énergie à consacrer à la communauté et tout ça. Et du coup, tu parlais de capitalisme et tout, et je trouve que c'est aussi ce mode de vie, de société qui nous dépossède du temps et de l'énergie qu'on pourrait donner à la communauté pour prendre soin de ses proches, de la communauté, quoi. De ouf, et puis je trouve c'est très intéressant de toujours rappeler que c'est pas parce qu'une personne est folle, ou en tout cas considérée folle par la société, qu'elle n'a pas moyen de dire ce qu'elle veut. Même si sur le moment ça peut être compliqué dans un état de crise de définir tes besoins et définir le soin que tu as envie d'avoir, tu auras toujours un moment de lucidité ou un moment où même si tu es dans un délire ou je sais pas quoi, tu sais ce que tu veux, en fait tu restes une personne, et c'est toujours important de le mentionner, et ça n'a jamais été pris en compte dans la psychiatrie. Ouais. Et on a toujours privilégié le paternalisme et dire je sais ce qui est bon pour toi et c'est ce traitement que tu vas suivre et on va te bâillonner. C'est très peu individualisé en fait la psychiatrie finalement. Et donc on va venir te retirer voilà, tu veux être soigné, ok, mais dans ce cas-là on te retire aussi le droit à tel truc, le sortie au téléphone, d'autant plus quand tu rentres et que t'es jeune, mineur ou pas forcément mineur, mais que t'es jeune, enfin voilà, que c'est tes premières expériences, c'est hyper compliqué je trouve de se construire face à cette autorité-là, voilà. Et je trouve ça aussi important peut-être de rappeler, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais évidemment on ne critique pas votre rapport à la psychiatrie, c'est-à-dire que si vous y voyez du sens, si ça vous a aidé, etc. On n'est pas là pour dire que ce que vous avez vécu, ce que vous pensez, c'est faux. C'est pas ce qu'on dit. Par contre, on trouve ça hyper intéressant de pouvoir se questionner sur comment faire évoluer cette institution-là et souligner que évidemment il y a des dysfonctionnements dans la psychiatrie. Mais on n'est personne pour dire vous n'avez pas le droit de l'avoir bien vécu, vous n'avez pas le droit d'y avoir trouvé du sens. Tant mieux si pour vous ça vous a servi. Maintenant, je pense que c'est aussi intéressant d'entendre qu'il y a des personnes qui ont vécu énormément de violence à travers la psychiatrie, voire même que c'est très intéressant de pouvoir comparer la psychiatrie avec la prison.
d'une manière générale les lieux d'enfermement sous contrainte. Et c'est important de rappeler que aussi à Rennes, il y a un hôpital psychiatrique. Il y a Guillaume Régnier qui a été faire l'hôpital Guillaume Régnier, qui est un hôpital psychiatrique qui a été aussi maintes fois épinglé pour des violences en interne. Voilà, moi je pense à une affaire qui a eu lieu là il y a quelques années. Alors je me rappelle plus, je crois que c'est 2022. Où y a un homme qui s'était échappé de Guillaume Régnier et qui quand il a commencé à se faire poursuivre, un homme qui était en crise je crois, et qui quand il a commencé à se faire poursuivre s'est jeté dans la Vilaine et en est mort. Et en fait la psychiatrie elle est aussi responsable de la mort de plein de gens, de même comment on appelle ça, de traumatismes aussi qui restent derrière, et donc elle aide pas en fait, elle aide pas tout le monde. Et, voilà. Et des fois elle détruit aussi. Et des fois elle détruit. Ouais, carrément. Moi justement je voulais faire une transition par rapport au gars, on parle de psychiatrie. Et en fait souvent c'est jugé par soit les bobos qui réfléchissent à des alternatives à la prison en pensant avoir tout compris à la vie, ou même parfois par les juges. C'est l'alternative qui est la psychiatrie justement, et notamment on va dire cette personne est folle, elle n'est pas responsable de ses actes, donc on est quand même bien pensant, on va pas l'envoyer en prison mais on va l'envoyer en HP, en hôpital psychiatrique. Et du coup ce texte il rappelle à quel point cette rhétorique est validiste. Validiste ça veut dire c'est la culture du valide, donc c'est-à-dire est-ce que quelqu'un peut m'aider à le définir, je perds mes mots. On définit la valeur des personnes en fonction de à quel point elles peuvent travailler, donc produisent aussi des thunes, quoi. De quel point elles sont fonctionnelles un peu. Ok. Je pense. Oui, moi je définis à peu près comme ça. C'est la culture de... Selon des normes de corps, ouais. De fonctionnement psychique aussi. De handicap. Et... Ouais. Voilà. Donc moi je suis sur la partie Criper l'abolition. Cette brochure, elle s'appelle... alternative au flicage basée sur la justice handi. Donc handi comme handicapé, c'est l'abréviation. Et moi je suis sur la partie Criper l'abolition. Accrochez-vous bien, c'est des grands mots. L'abolition ne se résume pas à mettre fin aux espaces et aux pratiques d'incarcération et de flicage. Fondamentalement, l'abolition consiste à réinventer de meilleures conditions de vie, de sorte qu'il devienne impensable d'avoir recours aux prisons et au flicage. Agir face aux dommages et aux conflits dépasse largement la prévention et la gestion de crise. L'abolition concerne tous les espaces qui produisent des dommages et les érige en conditions de vie normales. S'en remettre aux professions du travail social et de la psychiatrie qui servent les intérêts de l'État, c'est occulter que le complexe institutionnel de santé mentale, présenté comme une alternative à la police et aux prisons, perpétue en réalité la surveillance, l'enfermement et la répression de l'État avec une impunité assurée par des silences sédatés et structurels. Ces systèmes de flicage plus doux contraignent les personnes handicapées et neurodivergentes à subir violence, incarcération et discrimination, tout en les excluant des prises de décision impactant directement leur vie. Les abolitionnistes ont créé le terme « complexe carcéro-industriel » pour souligner que le problème ne se limite pas aux prisons, puisque le système économique capitaliste est structuré par des institutions punitives. Parallèlement, nous devons aussi mettre fin au complexe médico-industriel, structuré par le profit. Ainsi, une perspective abolitionniste, ancrée dans la justice handi, donc handicapé, c'est l'abréviation toujours, doit aussi être anticapitaliste. Nous ne devons pas reproduire les systèmes que nous tentons d'abolir. Les solutions nécessaires exigent de centrer les besoins, les idées et les témoignages des personnes les plus vulnérables afin de créer les communautés pleines de vie que nous désirons et méritons. Nous méritons un monde où nos expériences et nos identités ne sont pas médicalisées, marchandisées, pathologisées et criminalisées. Nous méritons un monde où chaque personne est encouragée et soutenue dans sa résilience et son développement. Nous luttons pour que nos valeurs et notre humanité soient reconnues. Alors que les révoltes et les appels à abolir toute forme d'incarcération et de flicage se poursuivent, nous devons saluer les contributions des personnes organisatrices et survivantes noires, autochtones, non blanches, queer, trans, intersexes et non binaires, immigrées, migrantes et réfugiées,
handicapées, neurodivergentes, femmes et femmes, jeunes ou âgés, dont la résistance et la résilience nous ont permis de vivre ce moment. Alors que se diffuse l'appel des organisateurs et des organisatrices et des mouvements noirs à définancer la police et investir dans des communautés noires, une question émerge. Comment assurer notre sûreté collective ? Nous sommes des abolitionnistes survivantes de la psychiatrie, des personnes handicapées et leurs complices. Nous pensons qu'il est nécessaire de dénoncer les stratégies aux racines validistes et psychophobes. Elles reposent sur la médication et l'institutionnalisation, c'est dur à dire, forcée, la surveillance et le contrôle. Ainsi, certaines positions sont inquiétantes parce qu'elles suggèrent de remplacer le flicage et les prisons par du travail social, des traitements de santé mentale et des hospitalisations. Le problème étant que l'incarcération médicale et psychiatrique font partie du système global de flicage et d'incarcération que nous devons démanteler. Le flicage est fondamentalement négrophobe, anti-autochtone, raciste, validiste, anti-pauvre, patriarcal, anti-queer, anti-trans et anti-immigration. Il fonctionne comme prévu, il n'y a rien à réparer, il faut y mettre fin. Voilà. Merci pour ta lecture. N'hésitez pas à nous dire, alors je rebondis pas directement sur le texte, mais n'hésitez pas à nous dire si là les textes qu'on lit, peut-être qu'il y a des mots qui peuvent être compliqués à comprendre, ou enfin voilà, je me rends pas compte la part aussi derrière les postes radio de gens qui là vont peut-être avoir plus de mal à suivre les discussions qu'on a, parce que peut-être qu'on peut avoir aussi des vocabulaires un peu militants ou quoi que ce soit dans les textes ou même dans nos discussions entre nous. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse en prendre conscience et savoir aussi comment réadapter ça ou prendre plus le temps d'expliquer certains termes. Voilà. Donc ça c'était, que je retrouve le nom, c'est Alternative au flicage basé sur la justice handi. C'est à retrouver sur Infokiosque. Infokiosque, c'est un super site où il y a plein de fanzines. On a parlé de la Team Pat Pat Jersey Casserole disponible sur l'Instagram Frappe Rennes. On a parlé de Abaro Rompu. On a parlé de Si c'est contraint, c'est pas du soin, sur le site Zinzinzine. Donc voilà, si vous voulez retrouver tout ça. Ouais, on pourra les partager sur le Facebook. De ouf. Parce qu'en vrai, on n'a même pas tout lu en entier, donc voilà. Et bah vas-y, on fait ça. Peut-être si... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun entre la psychiatrie et la justice punitive, qui est qu'à chaque fois, c'est des mesures qui sont décidées par des personnes en situation de domination sur des personnes qui ne le sont pas. Ouais. Et qu'il y a ce truc-là très vertical qui est résumé aussi dans la phrase que tu as dit, si c'est contraint, c'est pas du soin. C'est-à-dire quand il y a une mesure qui s'impose à toi verticalement par une personne qui décide parce qu'elle a le pouvoir de décider, c'est jamais un truc très sain et très vertueux, quoi. De ouf. Ouais. C'est marrant, j'allais faire un peu la même conclusion, mais en mode dans l'autre sens, où là, toutes les alternatives qu'on a abordées, en fait, c'est des alternatives qui viennent de gens qui vivent les violences, que ce soit de la prison ou de la psychiatrie. Et souvent, c'est là où il y a le plus de violence et d'oppression, d'où viennent les solutions les plus créatives et qui ont le plus de pouvoir de transformation aussi. Et j'ai l'impression un peu un truc d'espoir aussi, que on est toujours capable de trouver des solutions et des alternatives, au moins pour, en communauté, essayer d'atténuer les violences, voire d'y mettre fin aussi. J'en discutais justement... Pardon, je t'ai coupé ? Ah, ok. J'en discutais hier avec un ami, justement, où je lui demandais, mais toi qui connais si bien l'histoire de la lutte antipsychiatrique, est-ce que plutôt ces trucs d'abolition, ça a été prôné par des personnes blanches plutôt valides, comme on dit, du coup, qui ont des privilèges de santé, de physique et tout, ou de santé mentale, ou est-ce que ça a été prôné par les personnes folles? Et ce qu'il me racontait, c'est que c'est une bonne preuve qu'on a toujours le droit à l'autodétermination, peu importe notre niveau de folie, parce que c'est les fous et les plus fous notamment qui ont construit cette lutte anticarcérale il y a quelques dizaines d'années en Amérique. Voilà. Je vois que le temps avance. Oui, je pense qu'en vrai, là, on a dit beaucoup de choses très intéressantes et on a une bonne conclusion que vous avez pu apporter, Tim et Sauterelle, sur... en fait, les solutions, elles viennent de nous, elles viennent des fous, des marginaux, des marginales, et on peut continuer à essayer de les construire ensemble.
il faut continuer à se donner de la force et à se donner l'espace et le temps d'y réfléchir, même si en fait ça nous appartient pas forcément parce que on subit les oppressions qu'on subit et on est dans une société capitaliste qui nous empêche aussi de faire ce qu'on voudrait faire. Mais pour autant, il faut continuer à essayer de laisser ces espaces exister et voilà, je pense que du coup cette radio c'est aussi un espace pour le faire et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire ici et voilà. Rejoignez-nous. Et c'est pareil, hein, la prison, on n'y mettra pas fin si on n'inclut pas les prisonniers et prisonnières dedans pour comprendre leur vécu et les mécanismes qui s'opèrent à l'intérieur. Ouais. Mais complètement. Merci à vous en tout cas pour beaucoup. Cette émission. C'était vraiment chouette de pouvoir aborder ces sujets-là avec vous. C'était lourd aussi. On va enchaîner sur une musique de Humus Live, je suis désolé, j'ai pas l'accent, et McFoy, et ça s'appelle Joseph Sardine. C'est sur SoundCloud. Et du coup, on peut se vite dire un au revoir collectif. Bisous tout le monde, salut. Merci pour l'émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Piou 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 piou. Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne qui est Hello Geek. Alors, je voulais faire cette vidéo de ma collection Et comme d'habitude, c'est Camille, je suis au montage et je vous rajoute un petit point contact si vous voulez nous contacter. Je vous rajoute un enregistrement qu'on avait fait pendant l'émission, pendant la première partie d'émission, donc que vous entendez pas. Donc à vos écoutes et puis on se dit à bientôt. Gros bisous. Du coup, vous pouvez nous contacter l'émission pour laisser des messages, notamment par exemple des messages vocaux si vous nous appelez par téléphone au 02 99 52 77 66 02 99 52 77 66 ou par lettre à l'adresse 94 degrés à l'ombre Canal B au 6 Cours des Alliés 35 000 Rennes. 6 Cours des Alliés 35 000 Rennes. Voilà, vous pouvez nous contacter pour laisser des messages, mais aussi si vous voulez témoigner sur ce que vous vivez en tôle, si vous vivez des pressions, si vous êtes témoin de violences, voilà, ou si juste vous avez l'envie ou le besoin d'écrire, n'hésitez pas et vous pouvez préciser que c'est pas fait pour être passé à l'antenne et voilà. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou sur la page Facebook de l'émission. On peut aussi vous partager quelques contacts utiles. Notamment, il y a l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui partage le guide du prisonnier, qui est un recueil de tous les droits, recours dont bénéficient ou sont supposés bénéficier les personnes enfermées.
Et donc pour l'obtenir, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous êtes en détention. Et vous pouvez en faire la demande au... Alors je crois que l'adresse c'est au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Donc voilà, OIP-SF pour section française au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Donc voilà, pour le recevoir gratuitement, il faut faire la demande par courrier. Ouais. Et c'est gratuit donc pour toutes les personnes incarcérées, comme tu disais. Et pour les personnes qui le sont pas, ça permet de soutenir aussi l'envoi. Comme pour l'Envolée notamment, qui est une revue anticarcérale qui partage la parole de prisonniers et prisonnières ou ex-prisonniers et prisonnières et qu'on trouve super pertinent. Enfin voilà, il y a beaucoup de contenu. Il y a aussi une émission de radio, l'Envolée, qui est republiée sur leur site internet. Leur site internet où vous pouvez trouver plein de contenus différents, des lettres, des articles, enfin plein de choses. Il y a des lettres, il y a des articles, comme tu disais. Il y a aussi, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle regroupe beaucoup de collectifs aussi plus locaux, anticarcéraux, des radios associatives locales aussi, qui soit rediffusent l'Envolée, soit qui ont aussi des émissions anticarcérales. Je sais plus qui le disait dans notre groupe aussi, mais voilà, ils ont parlé de nous par exemple aussi là les derniers jours, dernières semaines. Mais ça parle de nous, mais ça parle aussi d'autres radios en fait plus localement. Et donc comme on sait que les prisonnières peuvent avoir tendance à être trimballés à droite à gauche, enfin voilà quoi, il y a des gens qui se font, je sais pas comment on parle de mutation, j'ai plus le terme, mais transfert. Ouais, des transferts, merci, transférer. Voilà, on sait que par les transferts ça coupe des liens, c'est aussi un moyen de casser les liens, et donc savoir que tu peux être transféré dans un endroit où tu as une radio anticarcérale à côté, ça peut être intéressant. Donc l'Envolée regroupe ces choses-là. Ouais. Et pardon, tu voulais rajouter un truc ? Non, je sais plus où on était. Peut-être pour donner leur contact en fait. Ouais. Et en gros, tu la connais ? 1 rue de la Solidarité. Ouais, 1 rue de la Solidarité, exactement. Donc si vous souhaitez leur écrire, c'est FPP pour Fréquence Paris pluriel, ou l'Envolée, au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, comme tu disais Timothée. Et à savoir, pour les personnes qui sont pas incarcérées, c'est l'abonnement de soutien, il est à 15 € par an. Après, si vous avez des thunes, donnez plus. Et je perds ma voix, c'est horrible. Et donc pour ça il faut envoyer un chèque à l'ordre de l'Envolée, et puis ensuite l'abonnement, donc comme on disait, il est gratuit pour toutes les personnes enfermées, et donc là pour s'abonner il faut envoyer une lettre donc à l'adresse à laquelle qu'on vous a donnée. Si vous avez aussi envie de demander le journal en plusieurs exemplaires, ou que vous souhaitez le distribuer à côté de chez vous, que ce soit si vous avez je sais pas des proches à vous qui sont incarcérés et qui peuvent s'organiser, vous pouvez aussi très bien contacter l'Envolée par mail et faire tourner le journal en intérieur, ou alors nous aussi vous pouvez directement passer par nous et on en commande une quinzaine ou je sais pas quoi, et puis on vous les file à travers je sais pas comment on peut dire ça, mais à travers 94 degrés. Parfois ça évite aussi de rentrer en contact direct avec l'Envolée. On sait qu'en fonction des prisons dans lesquelles vous pouvez vous trouver, être en contact avec l'Envolée, c'est jamais bien vu. Voilà, ça permet d'éviter d'être directement en lien avec l'Envolée. Voilà. Et puis plus localement, on a Brin de Soleil. Brin de Soleil, c'est une association de maisons d'accueil pour les familles et les proches des personnes incarcérées au CPH et au CPF. Donc CPH qui est entre Rennes et Vezin, et CPF qui est au niveau de la gare de Rennes. Brin de Soleil, c'est donc 3 établissements différents. Il y a la maison Titom et la maison Luciole qui ont du coup globalement les mêmes fonctionnements. L'idée, c'est qu'au travers de ces lieux-là, vous puissiez rendre visite à une personne, rendre visite à une... En fait, c'est des lieux où vous pouvez passer avant ou après un parloir. Donc, quand vous allez rendre visite à une personne proche qui est enfermée. Et puis, vous pouvez donc discuter avec des bénévoles. Vous pouvez apporter un sac de linge sale. Vous pouvez faire réchauffer un plat, faire garder vos enfants aussi pendant que vous êtes en parlu. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir un peu de soutien parce qu'on sait qu'aller au parloir, c'est jamais simple, et donc la sortie de parloir aussi, et donc avoir un espace un peu tampon avant ou après le parloir, ça permet de souffler, de pouvoir aussi trouver du soutien, donc voilà.
La maison Titom, elle est au CPH, la maison Luciole, elle est au CPF. Voilà, les bénévoles sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à leur poser tout un tas de questions. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises questions à poser, quoi. N'hésitez pas à vous sentir à l'aise. Et puis pour les gens qui sont domiciliés en dehors d'Ille-et-Vilaine, il y a la maison Arc-en-Ciel qui peut peut-être être quelque chose qui pourrait vous aider. La maison Arc-en-Ciel, tout simplement, c'est un hébergement qui, en gros, est à destination des personnes qui sont titulaires d'un permis de visite au CPH ou au CPF, ou alors aux personnes qui viennent assister à un procès mais qui seraient domiciliées en dehors d'Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, si vous êtes une personne détenue en permission ou accompagnée, vous pouvez donc demander un hébergement à la maison Arc-en-Ciel. L'idée, c'est que c'est de l'hébergement solidaire, donc c'est moins cher, ça permet de préparer des repas aussi sur place. Quand je dis que c'est moins cher, je crois c'est 2 € par chambre et par nuit. Et puis, c'est 12 € par chambre et par nuit, mais 2 € de plus par personne supplémentaire dans la chambre. Voilà, le petit déjeuner est inclus et vous pouvez faire vos repas sur place, comme je disais. Et voilà, ça permet de pouvoir trouver un endroit où dormir avant ou après un permis de visite, quoi, ou une sortie. Ça évite d'avoir à dépenser beaucoup de thunes dans des hôtels ou des B&B ou quoi que ce soit. C'est un petit coup de pouce. Et donc, si jamais vous souhaitez rentrer en contact avec Brin de Soleil, il y a un numéro de téléphone, le 02 99 53 46 34. 02 99 53 46 34 ou une adresse mail. L'adresse mail, c'est contact@brindesoleil-rennes.fr, contact@brindesoleil-rennes.fr.